Bonjour Bernard Thibault. Bonjour. Vous aviez donc la charge du suivi social des chantiers des Jeux de Paris, expérience que vous racontez dans un livre, dans les coulisses des JO. Ça veut dire que ça vous a marqué, beaucoup marqué ? Ah oui, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis mobilisé sur cet objectif d'une organisation des JO qui soit socialement exemplaire, je reprends les termes y compris utilisés par Tony Estanguet, avec mes camarades des autres syndicats, parce que nous avons un comité constitué de 5 syndicats représentatifs français, avec cet engagement, cette veille, quelque part, pour aider à anticiper sur les conditions sociales dans lesquelles les Jeux se préparent. Et s'il y a cet événement aujourd'hui, c'est aussi parce que des dizaines de milliers de salariés ont travaillé pour certains depuis plusieurs années. On s'est donc efforcé de définir les conditions dans lesquelles ça se préparait, les conditions dans lesquelles on travaille en ce moment. Peut-être qu'il nous faudra évoquer, j'en profite pour évoquer le critère de canicule qui a l'air de venir s'imposer dans le paysage. Il nous faut donc adapter cette semaine les conditions dans lesquelles on va travailler, les conditions dans lesquelles les volontaires aussi vont assumer leurs tâches. C'est donc une mission audacieuse, je dirais, mais passionnante. Et à ce stade, est-ce que ça l'a été ? Socialement exemplaire alors ? Écoutez, pour la partie la plus spectaculaire qui s'est déjà déroulée, là nous sommes dans l'événement, je veux évoquer les chantiers. On a plus de 30 000 ouvriers et techniciens qui ont travaillé sur les 70 chantiers nécessaires à la préparation des Jeux Olympiques. On a eu des résultats tout à fait spectaculaires, à la fois en termes d'emploi, d'heures d'insertion, mais surtout, un des paramètres essentiels dans le secteur du bâtiment et des travaux, c'est l'accidentologie. Je rappelle qu'il y a un mort sur 2 au travail en France qui est issu de la filière du bâtiment et des travaux publics. Et là, si on prend le nombre d'heures travaillées, rapporté à la moyenne nationale, on a eu 4 fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO, avec les dispositions que nous avons prises, innovantes, différentes de celles du Code du travail, sous l'impulsion de la Solidéo, l'établissement public qui était chargé de coordonner l'intervention des grands opérateurs du bâtiment, une présence syndicale accrue, des visites, etc., différentes dispositions, 4 fois moins d'accidents du travail, ça montre qu'il est possible de faire reculer le taux d'accidentologie, et voilà une expérience qui est très utile pour les JO, mais au-delà des JO, qui montre qu'on peut travailler autrement sur les chantiers du bâtiment en France et faire reculer le nombre d'accidents. 4 fois moins, c'est le chiffre exact, c'est 181, c'est ça, accidents. 180 accidents, une trentaine d'accidents graves. C'est-à-dire grave, et aucun accident mortel. Accident grave, c'est ? Ça peut être des fractures, ça peut être des blessures profondes, des choses comme ça. Pour l'essentiel, pas de blessures irrémédiables. Il y a la surveillance dont vous parlez, donc ça veut dire c'est quoi ? Quelle est la fréquence de visites syndicales sur les chantiers ? On a visité les principaux chantiers à peu près tous les 3 mois. Il y a eu aussi parallèlement... De façon inopinée ? Ou avec un préavis, mais un préavis très court. Et de toute façon, vous ne pouvez pas changer l'organisation d'un chantier comme ça, de manière spontanée en 24 heures. Et vous voyez, est-ce que vous avez en tête un exemple de... Qu'est-ce que vous avez vu d'inacceptable, que vous avez éventuellement pu faire modifier on a vu des organisations de chantier qui n'étaient pas forcément conformes. Pour l'essentiel, les donneurs d'ordre, les principaux majors qui avaient les marchés, dans un premier temps, ont eu du mal à se faire à cette idée qu'il allait avoir un œil extérieur venant vérifier la manière dont ils organisaient le travail. Ils étaient très anciens, beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que vous allez venir nous expliquer comment il faut travailler ? Et puis après coup, ils se sont aperçus que eux-mêmes avaient un intérêt à avoir un regard extérieur sur la manière de mieux organiser le travail et notamment sur le critère de la sécurité. Les majors, c'est l'entreprise, c'est les majors, les entreprises ce sont tous ces groupes internationaux que vous connaissez, français pour l'essentiel, les Bouygues, les Vinci, les Eiffage, les groupes GCC, et etc. c'est ça le vrai changement, c'est-à-dire que c'est eux qui étaient responsables de tout et non, ils ne peuvent pas se décharger sur les sous-traitants. Oui, d'un commun accord avec la Solidéo, l'organisme qui les supervisait en quelque sorte, il a été convenu dès le départ que les majors étaient responsables de la sécurité des personnels qui travaillaient sur leur périmètre, que ça soit leur propre personnel ou les sous-traitants. Un des fléaux pour le respect des règles du travail ou des chaînes de sécurité, c'est la sous-traitance en cascade. Et les employeurs ont tendance, quand il y a un pépin, de se renvoyer la balle, de se renvoyer la responsabilité pour savoir, c'est pas moi qui ai eu le contrat, j'ai sous-traité les opérations, mais j'ai pas regardé, mais ça on ne l'avouera jamais, les conditions dans lesquelles on faisait travailler les sous-traitants. Et là, les majors étaient responsables au premier chef de la sécurité pour tous les personnels qui travaillaient sur leur périmètre. Ça explique cette différence énorme, notamment on a en tête les chantiers du Qatar, dont on a beaucoup parlé pour la Coupe du Monde. Alors là, les chiffres, c'est compliqué parce que l'Organisation internationale du travail dit qu'il y a eu 50 morts. Les ONG, peut-être les syndicats, parlent de plusieurs centaines. Oui, voire plusieurs milliers. Moi, j'ai participé, je siégeais au Bureau international du travail à l'époque, lorsque nous avons déposé une plainte, lorsque la décision a été prise
d'organiser la Coupe du Monde de foot au Qatar au motif que nous le savions syndicalement. Les syndicats sont interdits au Qatar. Les conditions de travail allaient être catastrophiques et nous en avons eu malheureusement la confirmation. Beaucoup de main-d'œuvre au Qatar n'étaient pas déclarées. Donc forcément, lorsque vous avez des morts sur des chantiers, ils ne sont pas davantage déclarés. Et on a plusieurs dépouilles d'ouvriers qui ont été renvoyés dans leur pays d'origine en toute clandestinité, par exemple. Donc oui, ça a été plusieurs milliers de décès scandaleusement sur les chantiers du Qatar. Les travailleurs sans papier, le recours aux travailleurs sans papier, ça aussi c'est une réalité que vous avez constatée. Oui. Combien moi je pensais que les entreprises allaient prendre conscience que sur les chantiers du BTP, des JO, il allait y avoir plus de contrôle, elles le savaient, c'était annoncé, il y avait notre présence mais aussi l'inspection du travail, les pouvoirs publics qui ne voulaient pas non plus de scandale sur les chantiers Jeux Olympiques. Et donc, il y avait délégué des moyens avec des contrôles plus importants, des inspecteurs du travail. C'est quoi l'ampleur ? Un inspecteur du travail chaque jour sur un chantier des Jeux Olympiques. Ça, pour les inspecteurs. Et combien de travailleurs sans papier que vous avez constaté ? Alors, nous, on en a recensé, rien que pour le département de la Seine-Saint-Denis, c'est là que ça s'est principalement concentré, un peu plus de 150. Nous, on en a détecté une cinquantaine qu'on a accompagnés. Et le principal résultat aussi pour ces travailleurs, dont certains étaient depuis plusieurs années dans le bâtiment en France. Là, ils ont été détectés parce que les chantiers JO étaient davantage surveillés, mais auparavant, ils travaillaient en banlieue parisienne, pour un hôpital, pour un ministère, parfois, sur un chantier. Et régularisés par la suite. L'autre avancée, c'est que nous sommes parvenus à leur régularisation. Et je crois que ça participe de sortir de cette hypocrisie. Donc on a maintenant 150 au moins travailleurs du bâtiment issus de l'immigration qui sont régularisés, qui travaillent depuis des années sans être en conformité, alors qu'ils payaient des impôts, ils payaient leurs cotisations sociales, ils étaient, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de travail officiellement. Et là, aujourd'hui, ils peuvent de nouveau continuer à travailler dans le bâtiment, tout en étant libérés de cette pression que représentait leur instabilité administrative. Et on continue à en parler, Bernard Thibault, dans une minute, puisqu'il est 8h40 et c'est l'heure du Fil Info. Mathilde Romagnan. L'épreuve masculine de triathlon est reportée d'un jour à cause de la pollution de l'eau de la Seine. Les fortes pluies tombées vendredi et samedi dernier ont dégradé la qualité de l'eau du fleuve. L'épreuve masculine aura donc lieu demain. De nouvelles chances de médailles pour la France aujourd'hui à ces Jeux de Paris. À partir de 10h, la judoka Clarisse Agbenienou, double médaillée d'or à Tokyo, part à la conquête d'un nouveau titre. Médaille possible aussi en escrime et en BMX, entre autres. Le bilan s'alourdit en Inde ce matin. Au moins 36 personnes sont mortes après des glissements de terrain dans le sud du pays. Ils ont fait aussi de nombreux blessés. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Les autorités estiment que des centaines de personnes ont été ensevelies dans des coulées de boue. 2 enfants tués et 11 personnes blessées hier dans une attaque au couteau dans une école de danse à Southport. C'est au nord-ouest de l'Angleterre. La police a arrêté l'assaillant présumé, un adolescent de 17 ans. La piste terroriste est écartée. France Info. Le 8-30 France Info. Bérangère Bonte, Marie Bernardo. On est ce matin dans les coulisses des JO avec Bernard Thibault, qui est toujours coprésident du comité de suivi de la charte sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ancien secrétaire général de la CGT évidemment. Je dis toujours parce que c'est une mission qui se poursuit pendant les Jeux paralympiques et même au-delà. Oui, notre comité, naturellement, là, est en plein fonctionnement pour suivre au quotidien la manière dont tout ça se déroule. Et pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Il y a quelques petits couacs ça et là. Il y a eu un défaut de personnel dans le secteur de la restauration, ce qui explique peut-être l'insatisfaction de certains athlètes qui ont pu constater au tout début... Des rations de protéines. Oui, alors c'est des Anglais. C'est vrai que en manière culinaire, ils ont leurs propres exigences. C'est pas forcément les nôtres. Mais enfin, ça, c'est pour une petite plaisanterie, un clin d'œil à nos amis anglais. Mais bon, sur le recrutement des agents de sécurité privés, par exemple, là aussi, il y avait des doutes. Il y a quelques défauts. Pour l'instant, ça semble marginal. Mais on va suivre parce que ça fait partie des secteurs où le travail informel, c'est une des filières aussi réputées pour avoir parfois du travail informel, c'est-à-dire non déclaré. Donc on est en veille, naturellement, durant toute cette quinzaine. On le sera de même pour les Paralympiques et notre comité va continuer son activité durant l'année 2025 parce que nous voulons prendre le temps du bilan. Avec le recul, apprécier ce qui aura fonctionné dans nos missions, les louper peut-être, parce que c'est une première mondiale cette affaire. Jamais
les syndicats du pays organisateur n'avaient été impliqués officiellement dans la préparation de Jeux Olympiques. Oui. Vous n'avez pas craint, pardon, mais d'être un peu l'idiot utile dans l'affaire et d'être un peu la caution Je peux vous dire, pour avoir participé à tous les conseils d'administration, d'ailleurs vous interrogerez Tony Estanguet au loisir si vous le souhaitez, sur le sujet, je n'ai pas manqué de prendre la parole lorsque j'estimais que les choses étaient soit oubliées, soit négligées, ou qu'il y avait des points d'alerte qui n'étaient pas pris en compte. Donc je peux vous garantir que non seulement nous ne sommes pas restés silencieux, mais nous avons été particulièrement actifs, parfois pour essayer de corriger le tir ou de concevoir des choses pour que ça s'améliore. Est-ce que vous vous dites, Bernard Thibault, s'il y a des choses qui ont bien marché, c'est aussi grâce à la lumière qu'apportent les Jeux, mais qu'ensuite, quand la lumière s'éteindra, ça reprendra dans le BTP. Vous parliez du BTP. Oui, bien sûr. Alors, on ne peut pas attendre de l'organisation des Jeux Olympiques qu'ils résolvent à eux seuls tous les maux de la société française, toutes les difficultés. Je parle de l'emploi, des conditions de travail. Il est évident qu'on s'inscrit dans le cadre du droit social tel qu'il existe. Mais il y avait un risque. C'est que, au motif, d'ailleurs certains responsables politiques avaient ça en tête, au motif d'organiser les Jeux Olympiques, il aurait fallu peut-être mettre entre parenthèses les dispositions du Code du travail ou des conventions collectives en matière d'horaire de travail, en matière de... Mais là-dessus, il y a eu des dérogations. Sur la durée du travail. C'est marginal parce qu'on a fait en sorte que ça soit réservé à une toute petite partie de la population, à la demande notamment d'OBS, qui était une filiale du CIO, c'est la structure chargée de capter toutes les images, le son et de le diffuser à tous les médias du monde entier. Et on nous a expliqué que certains hauts techniciens, dirigeants, l'encadrement, pour certains avaient besoin d'être en continu, je dirais, durant la quinzaine. Mais c'est une population, ça va toucher peut-être 2000, 2500 personnes. Il y a plus de 180 000 personnes qui travaillent pour les Jeux, donc ça reste marginal. On a donc, lorsqu'on n'a pas pu éviter ce type de décision, limité le champ d'application. Et pour le reste, on veille encore une fois à ce que le droit du travail soit bien respecté. Est-ce qu'il y a un engagement du CIO pour les prochains Jeux et plus globalement même de la FIFA peut-être sur les Coupes du Monde? Non, et c'est dommage, et d'ailleurs une de nos prétentions, il y a bien eu depuis la charte sociale, vous regardez sur le site, c'est original, sur le site du CIO, l'historique des Jeux, leur conception, les paramètres à partir desquels ils sont organisés, l'année 2018 figure la charte sociale française. Alors que le CIO n'y est pour rien. C'est une initiative des syndicats français et du comité de candidature à l'époque et du comité d'organisation français. Et donc notre souhait, oui, c'est qu'on serve, nous l'espérons, de précédent, en tout cas de point d'appui pour que d'autres après nous s'y engagent. Nous avons des contacts avec les syndicats américains pour Los Angeles. Nous avons des contacts avec d'autres syndicats d'autres pays pour d'autres événements. Je pense à la Turquie, dans un contexte politique et social qui est celui de la Turquie, pour les Jeux méditerranéens, par exemple, et d'autres types d'initiatives. Oui, nous souhaitons que, en France, on ait pu créer un précédent qui amène, nous l'espérons, le CIO ou la FIFA à s'engager davantage sur le fait que la dimension sociale fasse partie des critères à partir desquels on organise un grand événement sportif international, ce qui est aujourd'hui beaucoup trop négligé. On vous a mis des bâtons dans les roues, Bernard Thibault? Il y a eu des résistances, des chefs d'entreprise, des pouvoirs publics? De bâtons dans les roues, non, c'est pas comme ça qu'on vous présente les situations, c'est plutôt de l'immobilisme, vous voyez, où, ils veulent faire bien dans le panorama. Bon, je pense que vis-à-vis d'un certain nombre d'employeurs, on leur a montré que non, on faisait pas ça comme ça uniquement pour la photo. On faisait ça au regard d'exigences réelles, concrètes, vis-à-vis de la situation faite aux travailleurs. Et lorsque certains étaient hors des clous, non seulement on les a signalés, mais il y a d'ailleurs des procédures dans le bâtiment. Il y a le parquet de Bobigny qui a détecté des situations de fraude à l'emploi qui étaient suffisamment flagrantes pour ouvrir des procédures au pénal. Les syndicats vont se porter partie civile. On fait ce qu'on doit faire en tant que syndicat. Sur quel type de... C'était de l'emploi illégal de travailleurs sans papier, avec une organisation internationale de réseaux, de filières important des travailleurs principalement originaires du Mali, qui étaient utilisés en toute clandestinité. Donc ça relève du pénal. J'espère que la justice sera très sévère avec ses employeurs et avec les donneurs d'ordre qui ont été, selon moi, assez complices de cette situation. On a compris que vous n'avez pas perdu votre liberté de parole, même si vous êtes manifestement un peu conquis par l'olympisme, on va dire. Le nettoyage social qui a précédé ces Jeux, qui a été pointé par les associations, 12 500 personnes précaires ou migrants expulsés dans toute l'Île-de-France pendant un an. Quel regard de syndicaliste que vous êtes?
la réalité, le vrai sujet, de mon point de vue, c'est pas les Jeux Olympiques en tant que tels. C'est-à-dire que la présence de ces milliers de familles, parfois avec des enfants, sans toit, sans abri, dans la capitale comme dans toutes les grandes villes de France, vous faites toutes les villes principales, vous trouverez des personnes exilées, sans abri, qui se débrouillent. Et donc, pour moi, le vrai fléau, le vrai sujet, c'est d'être dans un pays qui n'est pas n'importe lequel, la France, avec quand même une capacité, d'être dans l'incapacité de fournir un hébergement, un toit, le minimum, je dirais, pour ces familles. Alors là, comme le font toutes les villes organisatrices de grands événements, les pouvoirs publics s'efforcent de ménager des images présentable. Et lorsqu'on a des personnes à la rue, c'est considéré comme non présentable, donc on crée les conditions pour les effacer du paysage. Mais le vrai sujet, c'est d'avoir autant de personnes sans abri dans notre pays. Et la position dans laquelle vous étiez, vous êtes toujours, vous aviez une position privilégiée pour tenter quelque chose sur ce sujet ? Non, c'était pas dans notre champ d'intervention principal au niveau du comité, puisqu'on s'occupe de ceux qui travaillent, mais je comprends, et d'ailleurs, sur le plan syndical, il y a des syndicats qui, parallèlement à leur engagement dans le comité, se sont exprimés sur ce sujet. La charte sociale, elle devient quoi concrètement aujourd'hui, Bernard Thibault ? Une référence, je pense, une référence. On a un comité qui est paritaire avec les organisations patronales, on ne l'a pas évoqué, mais il y a les 5 confédérations syndicales et les 3 organisations patronales. Au niveau national, on peut se mettre d'accord, et c'est là une des difficultés de l'exercice parfois, sur certains principes, certains objectifs, mais après on s'entend dire par certaines entreprises, ce que vous avez discuté au niveau central, nous, on n'est pas et forcément sur le sport, redevable. où ça peut être beaucoup plus large, et au niveau national, justement. Ça peut être beaucoup plus large. Moi, je pense que sur un certain nombre de grands événements ou de grands projets, vous voyez, je regrette, mais ça, c'était pas dans mon champ de responsabilité, mais on aurait très bien pu avoir la même mécanique pour la construction des métros, des lignes de RER qui se sont étendues sur le Grand Paris, où là, l'accidentologie sur les chantiers, j'y reviens parce qu'encore une fois, ça me paraît être un des acquis les plus spectaculaires. Là, on peut l'appliquer au BTP aujourd'hui. On peut l'appliquer au BTP. J'ai discuté avec des amis dans la filière de l'énergie, par exemple. Il y a des programmes de construction d'EPR. On peut très bien imaginer qu'ils vont mobiliser des dizaines d'entreprises différentes sur des chantiers avec plusieurs dizaines de milliers de salariés pendant plusieurs années. On peut très bien imaginer la même mécanique d'un comité en charge du social, chargé de veiller aux conditions sociales de tous les salariés, qu'ils soient de PME, de grandes entreprises, en intérim, qu'ils soient en CDI, parce que c'est le propre aussi de notre comité, c'est de s'intéresser et de s'occuper de la situation des salariés indépendamment de leur statut ou de la taille de leur entreprise. Là, sur le chantier du Grand Paris, il y a eu plusieurs décès, c'est ça ? Oui, il y a eu plusieurs décès. Alors depuis, et à l'image de ce qu'on a fait pour les JO, les organisateurs de ces chantiers ont dit on pourrait peut-être décalquer la charte sociale des JO pour l'adapter au chantier des métros, mais c'est un peu tard, dans la mesure où, pour l'essentiel, les choses sont organisées, installées. Il faut vraiment déclencher ce genre de dispositif dès le début des opérations. On poursuit cette discussion dans une minute après le fil info de 9h-10. Mathilde Romagnan. Pour la France, 8 glanées rien qu'hier et peut-être de nouvelles médailles aujourd'hui avec la judoka Clarissa Agbenienou, championne olympique en titre. Elle est sur les tatamis à partir de 10h. Médaille possible aussi en escrime et en BMX. À suivre également aujourd'hui, Maxime Grousset sur le 100 mètres nage libre, Léon Marchand aux 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. Report de l'épreuve masculine de triathlon. L'eau de la Seine est toujours polluée après les fortes pluies de la semaine dernière. L'épreuve aura lieu donc demain, le même jour que l'épreuve féminine. Au Venezuela, une personne est morte dans des manifestations anti-Maduro, selon une ONG. Hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté partout dans le pays après la réélection contestée du président Nicolas Maduro. L'opposition, elle, dit avoir des preuves de la victoire de son propre candidat. Il va faire chaud aujourd'hui. Des températures maximales entre 35 et 40 degrés sont attendues. 45 départements sont en vigilance orange canicule de la Vendée aux Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'en Corse. France Info. Le 8-30 France Info. Bérangère Bonte, Marie Bernardo. Avec Bernard Thibault, coprésident du comité de suivi de la charte sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ancien secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013. La partie sportive, vous la suivez, 8 médailles hier pour la France. Vous avez eu un coup de cœur depuis le début ?
Alors les coups de cœur, ils sont nombreux, ils se multiplient. On a le cœur qui bat. Hier soir, 2 Françaises qui s'affrontent. Au sabre. Médaille d'or, médaille d'argent. C'est quand même assez remarquable. Alors c'est émouvant et on compatit par rapport à celle qui a que la médaille d'argent. Et en même temps, je considère que déjà avoir une médaille pour tous les athlètes qui sont sur les Jeux, c'est déjà une prouesse énorme. Et les deux ont été célébrés. Et les deux ont été célébrés ensemble, et ça fait partie des scènes à la fois émouvantes et représentatives du climat qui règne en ce moment. Je pense que beaucoup de Français ont besoin d'oxygène, ont besoin de faire la fête dans cette période très, très pesante. Le coup de cœur, vous alliez dire ? Oui, moi j'ai un coup de cœur pour les artistes de la cérémonie d'ouverture, parce qu'ils ont fait une prouesse assez remarquable, une prouesse physique d'ailleurs, quelque part. C'est presque des sportifs de haut niveau, ces artistes et ces danseurs, dans des conditions atmosphériques quand même assez épouvantables. Et un coup de cœur parce qu'on a passé quelques semaines avant la cérémonie d'ouverture à s'occuper des conditions sociales dans lesquelles ils allaient se produire, notamment par rapport au respect de leurs droits. Je ne vais pas rentrer dans la technique avec le comité d'organisation. On a eu quelques discussions assez fortes à ce propos. On a contribué à résoudre temporairement la situation pour que la cérémonie se déroule bien. Il reste des litiges qui se régleront sans doute devant les tribunaux de prud'homme, mais je voulais donner ce coup de cœur à ces artistes et singulièrement à ces danseurs qui nous ont fait vibrer pour la cérémonie d'ouverture. Bernard Thibault, vous êtes sensible à l'aspect environnemental des Jeux. Est-ce que la France peut accueillir les Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes ? Écoutez, moi je n'ai pas eu accès au dossier. Je sais qu'il n'y a pas eu de consultation je dirais transverse. Avant le dépôt de cette candidature 2030, il y a eu, vis-à-vis des syndicats, une demande de soutien, mais une demande de soutien par principe, alors qu'un des enjeux, de mon point de vue, mais là, je n'engage pas notre comité, puisque moi, je suis mandaté pour les Jeux de 2024 qui se déroulent en ce moment, mais plus à titre personnel, j'aimerais bien avoir davantage accès, ou en tout cas, j'invite à avoir davantage accès aux conditions matérielles, environnementales dans lesquelles ces Jeux d'hiver vont être organisés, puisque comme chacun sait, dans les objectifs à réunir à l'avenir, il faut repenser sans doute les conditions d'organisation de ces grands événements, et notamment pour des Jeux d'hiver, lorsqu'on connaît l'impact que peuvent avoir, ou plus précisément, les changements climatiques sur l'environnement en montagne. Donc, dans quelles conditions matérielles envisage-t-on d'organiser ces Jeux d'hiver? Est-ce qu'on va faire appel à de la neige artificielle, à d'autres technologies pour venir combler? Enfin, tout ça on va rappeler qu'on a ramené des camions de neige l'an dernier pour Oui, mais bon, tout ça a des limites quand même. Mais tout donc, ça a des limites. La question de Marie, la France a raison d'organiser. Est-ce qu'à un moment vous vous questionnez? Il y a sans doute des paramètres à réunir. Encore une fois, moi, j'ai pas suffisamment d'éléments pour savoir comment le dossier a été constitué, quel type d'engagements ont été pris, comment la conception de l'organisation de ces Jeux d'hiver a été pensée pour dire a priori oui je supporte, ou au contraire j'ai beaucoup de réserves sur le sujet, dans la mesure où encore une fois je n'ai pas eu accès suffisamment d'éléments, mais l'enjeu environnemental pour moi est un des critères de premier plan à prendre en compte pour justifier cette organisation. Vous disiez, Bernard Thibault, les Français ont besoin de respirer, de faire la fête. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'environnement est particulièrement pesant, notamment sur le contexte politique. À l'évidence, on est un pays en souffrance, on est un pays divisé à l'occasion des élections, mais aussi un pays dirigé par un président de la République qui, de mon point de vue, encore une fois, je n'engage pas notre comité, mais moi, plus personnellement, fait du mal à la démocratie. L'année dernière, une réforme des retraites rejetée très largement, y compris avec une absence de majorité parlementaire, qui se décide quand même par un seul homme, un 49-3, qu'on sort du chapeau, et on impose cette réforme. Ce qui explique d'ailleurs le climat très critique à l'égard du président de la République. Puis ensuite, des élections législatives qui surprennent tout le monde, notamment ceux impliqués dans la préparation des Jeux Olympiques. On est quand même le seul pays, peut-être le premier pays dans l'histoire, qui organise des Jeux sans gouvernement. Je ne parle pas de celui qui est en train de faire ses bagages. On n'a plus de gouvernement, est-ce-qualité. C'est quand même assez extraordinaire. Avec un résultat, des Français qui s'expriment, mais le sentiment que ça ne change rien, ou que ça ne changera rien. Tout ça a des limites, et moi je suis convaincu qu'il va falloir procéder à des changements sur le fonctionnement de notre démocratie. À changer de culture politique, mais est-ce que ça, vous pensez que la France, avec les C'est pas qu'une question de culture politique, à mon avis, c'est aussi une question des outils, de nos outils institutionnels. Concrètement,
Il faut en finir avec ces dispositions qui permettent à un seul homme ou une seule femme, peu importe, de pouvoir décider dans un pays comme la France de tout sans aucune concertation, quelles que soient les opinions qui s'expriment. On a une concentration du pouvoir, une hyper-présidence qui aujourd'hui atteint ses limites et qui, si on ne s'y attaque pas, va provoquer des désordres de plus en plus lourds. Ça passe par quoi Une réforme, pour moi, des institutions, des modes électoraux. La proportionnelle, à l'évidence, doit être un des outils désormais poussés. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est controversé, mais ça fait partie, pour moi, des outils absolument indispensables à mettre sur la table pour changer les mécaniques et s'assurer qu'il y ait effectivement et concrètement une réelle représentation du peuple dans les institutions. L'incertitude politique, là, elle est préjudiciable économiquement et la question qui va, on n'a plus le temps, mais dans 2 mots, on s'achemine vers une rentrée sociale qui peut être de quel ordre? Qu'est-ce que vous sentez, vous? Je sais pas. Personne ne peut sentir cette situation. Comment le peuple peut réagir si on lui donne le sentiment qu'il vote et qu'on n'en fait qu'à sa tête, on ne tient pas compte du vote. On a déjà eu ça en 2005, souvenez-vous, puisqu'on est un des pays européens où il y a eu un référendum d'organiser sur un projet européen, et quelles qu'aient été les opinions des uns et des autres à ce moment-là, il y a une chose qui est certaine, c'est que les Français majoritairement avaient dégagé une opinion, c'était un rejet, un refus, et quelques années après, on a contourné l'expression des Français. C'est là que je crois la situation, la représentation politique s'est au fur et à mesure dégradée au constat qu'on ne tenait pas compte de ce que disaient les Français. Et pour le moment, vous continuez ce suivi social des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci beaucoup Bernard Thibault d'avoir accepté l'invitation du 8h30 France Info ce matin, ancien secrétaire général de la CGT. Et vous signez dans les coulisses des JO aux éditions de l'Atelier. Bonne journée à vous.